Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin Groupe Conseil associé à la financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine, Medix, LIM, le groupe Tige et Eurofin Environnex. Bienvenue au balado La Santé au-delà des mots. Je reçois aujourd'hui le Dr Antoine Groux, médecin de famille à la clinique Mézeray à Québec. Antoine a été sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et Services sociaux. Il a publié au printemps 2025 une étude fort importante qui s'intitule « Soutenir l'élaboration d'une première politique gouvernementale de soins et services de première ligne au Québec », conjointement avec Dr Élise Boulanger, médecin de famille, et Dr Mylène Breton, PhD. Lorsque vous écoutez les critiques du projet de loi 2, vous entendez souvent le fait que le ministre va à la rencontre de son comité d'experts. Eh bien, il s'agit de ce comité d'experts qui a publié ce rapport. Et ce rapport est en porte-à-faux avec l'essence même du projet de loi 2. J'ai bon espoir qu'en écoutant Dr Groux, vous allez comprendre à quel point il s'agit d'un mauvais projet de loi et qu'il faut viser à l'abolir pour pouvoir construire un réseau de la santé plus performant à long terme pour la santé des Québécois. Je vous souhaite une bonne écoute. Antoine, bon matin. Salut Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va plutôt bien. Dans le contexte. Exact. Professionnellement, c'est autre chose, en effet. Exactement. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation du balado La Santé au-delà des mots. Donc, période quand même assez... Je n'ai rien connu de pareil, moi, ça va faire bientôt 30 ans. On a connu certaines réformes, là. C'était peut-être des tempêtes ou des vagues, puis là, c'est un tsunami qui est à nos portes, donc... J'ai hâte de voir. Écoute, merci. Donc, je t'avais déjà reçu dans le passé pour ton livre « Il est grand, le ministère de la vie ». Et tu as été notamment sous-ministre adjoint au ministre de la Santé et des Services sociaux. Et tu es également l'auteur d'un rapport qui s'appelle « Soutenir l'élaboration d'une première politique gouvernementale de soins et de services de première ligne au Québec », conjointement avec Dr Élise Boulanger, qui est médecin de famille à Montréal, si je ne m'abuse. Et également Dr Mylène Breton, qui est PhD à l'Université de Sherbrooke. Un rapport que je mettrai sur le site web, que j'invite tous les auditeurs à lire. Et je mettrai également la comparution de tes deux collègues lors des audiences sur l'étude du projet de loi 106. J'ai trouvé que c'était une comparution qui était posée, objective, puis... pleine de vérité. Là. N'importe qui aurait écouté simplement, si on en a une à écouter, là, parce qu'il y en a plusieurs, je pense que ça met vraiment les bases de ce qu'on pourrait appeler la contestation là, de ce projet de loi-là. Je ne sais pas, toi, ce que tu pensais de cette comparution-là. J'imagine ce sont tes collègues, tu les connais bien. Là, puis... En fait, elles ont ni plus ni moins livré le contenu de ce rapport, de ces recommandations, et puis elles les ont mises en comparaison, en parallèle avec le projet de loi qui, à l'époque, s'appelait 106, qui est devenu le projet de loi 2 puis la loi 2.
mais qui permettait finalement de faire un parallèle assez préoccupant entre des recommandations appuyées par la science, appuyées par les gens sur le terrain. Hein. C'est ça que ce rapport a permis de faire, de rassembler les perspectives de toutes les parties prenantes, de rassembler les perspectives scientifiques du Québec, du pays, mais aussi d'ailleurs dans le monde, et puis de trouver un peu une espèce de conjugaison des deux qui consolidait des recommandations très fortes et de présenter ça en dissonance avec un projet de loi qui allait dans des directions pratiquement radicalement opposées à certains égards, ou dans la manière de faire qui s'éloignait beaucoup des recommandations. C'était quand même troublant. On a donc fait face à une présentation qui était très contrastante entre ces recommandations et le projet. Tout à fait. Et pour les gens qui suivent l'actualité, là, lorsque les chroniqueurs, journalistes ou font référence au fait que le ministre Dubé ne suit pas les recommandations de son comité d'experts, on parle spécifiquement de ce rapport, là, donc, qui a été publié quelques semaines avant le dépôt du projet de loi. Donc... Ce qui est étonnant, en fait, là-dessus, Jean-Pierre, là, c'est que le ministère a aussi déposé quelques semaines, à peine mois suivant ces recommandations qui ont été mises par le groupe, a déposé un premier jet de sa politique gouvernementale de première ligne. Or, quand on lit cette politique, qui est quand même, je dirais, substantielle à lire, là, c'est pas une lecture très courte, probablement qu'une intelligence artificielle générative permettrait de résumer sans doute de manière plus intelligible cette politique, on y dit de très bonnes choses. Et là, l'image entre cette proposition de politique là, qui est faite par l'équipe gouvernementale du ministre Dubé, donc l'équipe ministérielle, elle est vraiment pas si loin des recommandations qu'on a émises. Alors, c'est peut-être un élément qui est encore plus étonnant quand on voit arriver un projet de loi ensuite qui détonne. C'est de dire comment ça se fait que, d'accord, il y a les recommandations, l'équipe ministérielle s'en est très largement inspirée pour rédiger ce premier jet de politique gouvernementale qui est encore, à ma connaissance, en consultation, et qu'arrive un projet de loi qui, lui, fait fi non seulement du rapport, mais aussi de la propre politique ministérielle à beaucoup d'égards. Alors ça, c'est peut-être encore plus troublant qu'un rapport d'experts scientifiques soit lu et retenu seulement partiellement. Ça peut être attendu. Mais qu'une loi entre en contravention, pratiquement, on pourrait presque dire ça, avec une élaboration politique interne. Là, il y a vraiment, on a l'impression que ça parle des deux côtés dans nous. Bien, selon moi, ça témoigne d'un détachement entre la tête, si on veut, là, de la bête, puis le corps. Là, donc, on est dans le politique pur. Puis, je pense que c'est un peu pour ça que les médecins sont tellement ancrés dans leur position. C'est nous sommes des scientifiques, là... même, je dirais, le clinicien que je suis, là, qui n'est pas proche de la recherche fondamentale, on nous a éduqués de façon à poser des gestes qui sont basés sur la science lorsqu'elle est disponible ou sinon sur des recommandations d'experts. Donc, puis là, on est complètement en dehors de ça pour des questions qui sont capitales. Là. Je ne sais pas si c'était une petite orientation politique qui disait nous, on pense là, que telle région devrait être mieux desservie dans tel domaine, on va passer une loi pour ça. Là. On dit, ben écoute, peut-être qu'Antoine Gros aurait dit, écoute, c'est pas parfait, c'est pas la meilleure solution, mais on virera pas le monde à l'envers avec ça. Mais là, on arrive où c'est une refonte complète du système. Puis là, les gens, les têtes dirigeantes n'écoutent pas leurs propres experts, n'écoutent pas la science. Votre rapport, vous avez fait le tour de la question au niveau mondial sur l'organisation de l'accès à la première ligne. Vous faites des recommandations. Puis le gouvernement est à 180 degrés. Est-ce que je résume bien? En fait, sur certains aspects. Puis tu sais, regarde, je vais te donner quelques exemples très concrets, très pragmatiques là, des écarts. OK? Ce projet de loi parle de performance. Dans notre rapport, on ne met pas du tout de côté la performance. On l'appelle autrement. On l'appelle la qualité. Exactement. La qualité, ça parle à des scientifiques. Les scientifiques, et en particulier les professionnels que sont les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux, tous ces professionnels ont un souci par définition de faire un travail de qualité. Ils veulent améliorer leurs services, ils veulent rendre des soins de qualité, ils veulent les rendre accessibles, ils veulent les rendre meilleurs. Ça, c'est naturel chez les professionnels. On n'a pas besoin de travailler ça. La raison pour laquelle la qualité, parfois, n'atteint pas les cibles qu'on espère, c'est qu'elle est très peu mesurée. On ne la montre pas et les cliniciens savent rarement
de quoi est faite leur qualité. Est-ce que par rapport à une cible d'excellence, ils sont très loin ou est-ce qu'ils sont plus proches? Ils en ont une intuition et ils souhaitent tous et toutes se rapprocher de la qualité, mais ils ne le savent pas vraiment parce que notre réseau est dépourvu dans une très large mesure des données, des informations qui nous permettraient de voir ces écarts de qualité. Alors voilà où nous, dans le rapport, on recommandait d'aller. On disait qualité super important, mesure de la qualité capitale, information à glaner, à convenir tout le monde. Qu'est-ce qui est important pour les citoyens et citoyennes du Québec? Qu'est-ce qui est important pour leurs élus? Qu'est-ce qui est important pour les gestionnaires, les cliniciens? Puis on met tout ça ensemble, on définit des indicateurs qu'on veut suivre. On les définit, on définit les cibles, tous ensemble, et on présente ça. Et là, on compte sur le professionnalisme des gens sur le terrain qui, généralement, vont améliorer leur pratique. Et l'exception qui n'y va pas, ben là, un jour, si un gouvernement souhaitait sévir, ben il pourra sévir contre ces gens-là en disant « Vous n'améliorez pas votre qualité, puis quant à moi, ça serait plus le rôle des ordres professionnels que d'un gouvernement de dire « Gros doigts méchants, vous n'atteignez pas vos cibles. » Alors, voilà un exemple dans le rapport performance, entre guillemets, qualité, très important, repris dans la loi 106, la loi 2 maintenant, d'une manière complètement pervertie, où là, on parle de performance avec des cibles quantitatives qui sont définies par un ordre qui, comme tu le disais tantôt, n'est pas scientifique, ne vient pas du terrain. Alors là, il y a une dissonance. Donc, sur le fond, on est d'accord, mais il y a une perversion de la recommandation. Alors, voilà un exemple très, très probant. Deuxième gros exemple probant, le travail interprofessionnel. Le travail interprofessionnel, c'est une des clés des meilleures pratiques en première ligne. Or, cette clé-là, elle est amenée dans le projet de loi en ne ciblant que le travail des médecins. Où sont les autres professionnels? On dit oui, il y aura des ressources. On sait très bien, vous en médecine spécialisée, comme nous en médecine de famille, il y a des vœux pieux là, d'avoir des ressources, puis des infirmières, puis des travailleurs sociaux, puis des pharmaciens qui vont nous appuyer pour nous permettre, pour vous, d'ouvrir des salles d'opération, pour nous d'être capables de déléguer des activités puis travailler davantage en équipe. Malheureusement, les ressources qui tombent ne sont pas toujours remplacées. Certaines ressources qui devraient être là ne sont pas là. Il y a une capacité qui est limitée. Alors, de même manière, ici, on a un projet de loi qui parle d'interprofessionnalisme et qui parle de partager le fardeau, mais sans réellement travailler avec les autres personnes qui font partie de ces équipes-là. Alors, autre petite moyenne ou d'envergure, perversion d'un rapport qui donne des orientations, mais qui, dans une loi, est amené d'une façon qui n'est pas optimale. Tout à fait. Puis je vais aller dans le comble de ce que j'ai vu dans cette loi-là, puis c'est le troisième et dernier exemple que je vais te donner. Et ça, c'est quant à moi, là où le bas blesse, en médecine de famille en particulier. On parle de capitation. En médecine de famille, la capitation, tu sais, c'est l'inscription d'une population à des individus. Donc, au lieu d'être payé à l'acte, au final, le médecin est payé en partie parce qu'il prend en charge d'une population définie, donc les têtes de pipe, la capitation, la Tout à fait. Alors, on prend la tête des individus, puis on donne une part de rémunération là-dessus, puis une part qui est liée à l'acte. Cette capitation-là, tous les médecins sont d'accord avec ça depuis au moins 10 ans. Exactement. Il n'y a pas de révolution ici. Et d'ailleurs, en ce moment, moi, depuis que je suis en GMF, j'ai à peu près 20% de ma rémunération actuelle qui est déjà capitée. C'est déjà comme ça que je suis payé. J'ai des inscriptions annuelles, ça me donne un montant. Ce que la littérature dit, c'est que 20%, c'est pas assez. Probablement que l'équilibre entre la partie capitation puis la partie inscription, c'est vrai 50-50. OK. On est à 20. Avec la proposition 66, on se rapproche beaucoup plus du 50, 70, peut-être même 80% de capitation. Ce qui, en soi, n'est pas forcément une bonne chose. La littérature, ce que ça dit, c'est 100% capitation, c'est aussi mauvais que 100% acte. Alors, Okay. On sait que le sweet spot, là, l'espace idéal, il est quelque part entre les deux. Alors, voilà un projet de loi qui vient dire, ben nous, on va la faire à la capitation, puis ça donne l'impression de la faire de force, alors qu'elle est déjà là, en partie, puis tout le monde est d'accord. Alors, perversion de l'affaire, mais le compte de la perversion, c'est quand on vient dire, cette capitation, on va inscrire les gens à un groupe au lieu de les inscrire aux médecins de famille. Fair enough. Dans notre rapport, ce qui est très clair, c'est que l'affiliation, elle doit se faire à un prestataire principal de soins. C'est hyper important dans la relation humaine qui existe entre un patient et un soignant
qu'il y ait un lien de continuité. Ça fait partie des fondements des relations de soins en santé de toutes les juridictions, de tout le monde. Et quand on rompt ça avec une assignation à quelqu'un dans un groupe qu'on ne sait pas qui, jamais la même personne, mais le groupe devient imputable, bien, au final, ce qu'on sait, c'est que ce groupe-là ne devient plus imputable de rien. On appelle ça la collusion de l'anonymat. Plus personne n'est responsable réellement. Et c'est dans ce modèle-là que la loi 2 nous amène. Et ça, c'est un drame pour la médecine de famille, mais pas juste pour les docteurs de famille, pour les patients de famille. Eux aussi vont souffrir de cette rupture en devenir, d'un lien de continuité, pas que ce soit seulement avec le médecin de famille, mais avec n'importe quel professionnel dans les équipes de soins. Alors qu'à l'opposé, ce que le rapport recommandait, c'est d'écouter, commençons par garder cette inscription, la consolider, la soutenir, les gens qui sont déjà inscrits, qui ont déjà ce lien-là, et travaillons avec les groupes pour que progressivement, en augmentant les capacités des équipes, on soit capable d'inscrire de plus en plus de patients à des professionnels principaux. À la place que ce projet-là vient nous dire, puis ça a été répété dans le webinaire qui nous a été présenté par le ministère cette semaine, il y a même eu un incitatif, littéralement, à désinscrire les patients pour leur dire, pas besoin de les inscrire, allégez-vous, augmentez votre capacité en allant vers une assignation de groupe, donc en désinscrivant les patients. Ça, pour moi, c'est le drame de cette loi-là en ce qui concerne la médecine de famille, bien au-delà de toutes les considérations pécuniaires. Ça vient briser ce qui est au cœur de ce que les étudiants qui rentrent en médecine puis qui vont en médecine de famille veulent. Ils ne rentrent pas en médecine de famille pour la paye. Là, quand ils ont le choix entre la cardiologie à 1,5 million et la médecine de famille à 250 000, il faut qu'ils aiment la médecine de famille en maudit pour choisir ça. Mais pourquoi ils choisissent ça? C'est à cause de ce lien de continuité au premier plan. Ça revient dans toutes les études, dans tous les sondages qui ont été faits tout le temps. Et là, avec cette loi, contrairement à tout ce que les recommandations du rapport préconisent, on vient saper cet élément-là qui est si cher à la fois à la population, mais aussi évidemment aux médecins de famille, en devenir ou en place. L'IM Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Tout à fait. Écoute, avec ce que tu viens de dire là, j'aurais des sous-questions déjà pour qu'on discute pendant 1 heure. Ce lien-là, je te dirais, on le développe également en médecine spécialisée. Moi, je le vois parfois. J'ai un patient qui arrive en coloscopie. C'est le patient d'un collègue, remaniement d'horaire. Moi, je fais la cédule de coloscopie de Dr Bouchard, par exemple. Tu sais, on va voir un petit regard de déception là, dans le visage du patient. Là. C'est ponctuel, mais on le voit. Là. Le patient s'attendait à voir son chirurgien qui l'a opéré, à voir un autre. Il ne me connaît pas. Est-ce qu'il est aussi bon? Là, ou, donc, mais c'est très important. Puis on néglige, tu le dis, on ne pas négliger l'importance pour les cliniciens aussi. Là. On est content, nous aussi, de revoir nos patients. Là, dans mon cas, moi, je suis content là, quand je donne mon congé après 5 ans de suivi oncologique. C'est un succès. Là. C'est comme une petite étoile que je mettrais dans mon cahier. Là. Absolument. Dans votre rapport, vous parlez tu disais que la qualité n'est pas mesurée, peut-être difficilement mesurable comme au Québec avec le peu d'outils qu'on a. Puis il y a quand même plusieurs éléments qui, tu me corrigeras encore une fois, là, qui font état du fait que ça se mesure du point de vue du patient, là. Pas du point de vue du clinicien ou de l'équipe, là, infirmière, médecin ou autre. Est-ce que tu pourrais élaborer là-dessus un peu? Ouais?
En fait, la qualité, c'est complexe. Hein. Il y a traditionnellement 9 grands axes de la qualité qui sont mesurés, là, qui touchent les aspects. Nous, dans notre rapport, ce qu'on a préconisé, c'est d'orienter la mesure de la qualité sur ce qu'on appelle le quintuple objectif. Le quintuple objectif, c'est en santé, services sociaux, ce qui est le plus reconnu en Occident comme étant pourquoi est-ce qu'on travaille quand on travaille dans un système de santé? C'est pour l'atteinte ou l'amélioration ou se rapprocher de l'atteinte de ce quintuple objectif qui est assez simple, somme toute, d'améliorer la santé. Hein? On veut que les indicateurs de santé s'améliorent, c'est la grosse base. On veut que ce soit efficient, on veut pas que les systèmes fassent faillite, on veut utiliser les ressources de la bonne manière puis pas dépenser tout croche. On veut s'assurer que on s'intéresse à l'expérience des patientes et des patients. Comme tu le dis, on veut que leur rétroaction soit positive. Si on a des super bons résultats de santé, mais que les patients se sentent barouettés d'un côté à l'autre ou maltraités ou traités de façon expéditive ou à la méthode McDonald's, on perd des points. De la même manière, les gens qui soignent les patients, quatrième objectif, l'importance du bien-être des soignantes et des soignants. Autre élément largement amputé dans le contexte actuel, on le voit bien, on n'est pas très aidant avec les soignants. On réalise dans les juridictions occidentales que quand les soignants sont malheureux, démobilisés, peu intéressés, ils soignent moins bien et tous les résultats en écopent. Puis le cinquième, qui n'est pas le moindre, puis qu'on a vu poindre de façon encore plus importante durant la récente pandémie, c'est tout ce qui touche l'équité, diversité, inclusion. Donc, toute l'équité des services. Pourquoi certaines personnes profitent de services. Puis là-dessus, on peut le dire, au Québec, là, il y a des gens qui sont inscrits là, puis ont vraiment un service A1. De la même façon, quand ils rentrent à l'hôpital, qui finissent par être admis puis pris en charge pour leur maladie, on est réputé au Québec pour offrir des services absolument A1. Mais il reste 2 millions de personnes en arrière et presque autant de patients en attente de différents services spécialisés qui, eux, n'ont pas encore eu cet accès-là. Et là, on a un enjeu d'équité. Puis je pense que la loi 2 vient travailler, ou du moins est largement motivée par cet intérêt. Je ne dis pas qu'elle le fait bien dans la manière d'établir cette loi, où il n'y a aucun accompagnement de changement, où il n'y a aucune collaboration ou partenariat avec le terrain, du moins rien qui soit évident au milieu de l'avant puis perçu non plus. Mais cet enjeu d'équité est de taille. Je pense qu'il est dans une grande, grande mesure issu de ce que la loi 2 a émergé, disons-le comme ça. Alors, dans notre rapport, c'est vraiment là-dessus qu'on a ciblé nos indicateurs de qualité et on a été capable de pointer quelques éléments de qualité parmi ce quintuple objectif qu'on peut mesurer. Il y a des choses qu'on est capable de mesurer. Moi, dans ma clinique actuellement, la clinique Mézeray à Québec ici, nous utilisons un système d'évaluation de l'expérience des patientes et des patients, qui est scientifique, donc un des objectifs du quintuple objectif, où on vérifie systématiquement, quand un patient quitte notre clinique, il reçoit un texto, un courriel qui l'invite à dire « Comment a été votre expérience? Comment est-ce qu'on pourrait la rendre meilleure? Comment est-ce qu'on pourrait bonifier votre expérience? Qu'est-ce que vous avez trouvé qui marchait bien, qui marchait moins bien? » Et on ne le fait pas de façon aléatoire ou dans un sondage maison. On le fait avec un sondage validé avec une équipe scientifique qui mesure ces indicateurs-là de façon robuste. On se reflète ces données-là à toute l'équipe dans un tableau de bord qui nous est présenté périodiquement, qui nous montre voici. C'est comme ça que la population en ce moment apprécie plus ou moins les services, puis à quel égard on fait bien, puis à quel égard on fait moins bien. Et on avance avec ça parce qu'on est des professionnels. Et on peut imaginer des indicateurs dans chacun de ces 5 objectifs-là qui sont plus ou moins faciles à mesurer. Tu as raison, c'est pas toujours évident. Il y a des données, des fois, qu'on n'a pas. Mais une fois qu'on aurait collectivement convenu de ces indicateurs à suivre pour chacun des objectifs, bien là, on peut tous travailler de concert à les bien mesurer, à s'asseoir avec les fournisseurs de dossiers électroniques, du fameux dossier santé numérique, à partir de données qu'on extrait des patients, de la population, des cliniciens, des gestionnaires, des décisionnaires. On met tout ça à bord, on définit ces indicateurs, comme je disais, les cibles, et après, on en fait le suivi. C'est ça qu'on recommandait dans le rapport. C'est cette étape-là qui, actuellement, nous apparaît vraiment manquante, surtout quand on a la prétention dans une loi de parler de performance. Ce qu'on va mesurer là, ce sont des choses, comme je l'écrivais dans un papier récemment paru dans la presse, qu'on est déjà capable de mesurer, qu'on connaît déjà. C'est pas tant que ça fait consensus, mais c'est extrêmement limitatif. C'est comme si la qualité se résumait à avoir un médecin ou à être capable de le voir. C'est une première étape. Pas d'accès, pas de qualité, pas de service, on est d'accord. Mais ça va bien plus loin que ça pour des cliniciens, cliniciennes, pour des scientifiques.
Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Tu parlais de l'article auquel tu fais référence, donc 27 octobre, qui s'intitulait « Un mauvais remède à un mauvais diagnostic ». Les gens vont le trouver facilement en ligne. Donc, j'ai parfois l'impression que c'est la réglementation dans le réseau de la santé au fil des années qui a créé ses propres problèmes. Disons, l'inscription auprès d'un médecin de famille, si je recule, ça doit dater d'une vingtaine d'années, si je ne m'abuse, l'obligation d'inscrire. Ouais. L'opportunité, appelons-la comme ça, parce qu'elle n'a jamais été très obligée. Mais venait avec ça des bonus, là, tu sais, puis... Exact. J'ai comme l'impression que ça a créé, à un certain moment, des médecins qui s'installaient dans une région puis qui se mettaient à inscrire des patients rapidement, tu sais. Parce que moi, il faut que j'atteigne, je sais pas, moi, je me vise 1000 patients. Alors là, est-ce que tu me corrigeras? Parce que moi, je ne fais pas de médecine familiale. Mais là, les médecins qui entraient dans la région inscrivaient tous les patients qu'ils voyaient au sans rendez-vous. Puis finalement, inscrivaient des gars de 18, 19, 20 ans en parfaite santé. Je dis pas que ces gens-là n'ont pas le droit d'avoir un médecin de famille, mais c'était peut-être pas la meilleure personne, ou disons, c'était peut-être pas l'inscription la plus pertinente, plutôt que laisser l'inscription auprès des médecins de famille se faire de façon, j'utiliserais le terme organique, au fil du temps, où finalement, un peu par affluence à la clinique, les médecins se seraient mis à inscrire les patients les plus malades, parce que ce sont les patients qui le voient le plus rapidement. Puis là, on a un médecin de famille qui se retrouve finalement inscrit rapidement 1000 patients, parce que le gouvernement lui dit, écoute, si tu n'inscris pas tant de patients, tu n'auras pas tel bonus. Puis là, finalement, les 1000 patients sont inscrits. Puis le 1001e qui arrive, qui a 78 ans, diabétique, hypertendu, puis qui vient de faire un infarctus, mais lui, il n'y a pas de médecin. Est-ce que c'est un exemple parmi tant d'autres, puis moi, je trouve trop de réglementation, mais c'est ma vision politique, là, je veux dire, Je le nommerais peut-être pas comme ça. En fait, je pense que dans la vie, pour avoir connu les deux côtés, moi, je suis un médecin de famille en pratique, j'ai été aussi un décisionnaire. Je suis capable de témoigner avec des données à haut niveau, puis aussi en s'appuyant sur la science, dans ce qui se fait dans d'autres juridictions. C'est vrai que le naturel de l'inscription, s'il n'y a pas un incitatif quelque part, puis là, on n'est pas tant dans la réglementation que comme tu le nommais, une opportunité de financement. C'est dans la capitation. Il faut qu'on sache chez qui le chapeau que tu as inscrit, dans la capitation, l'individu que tu as inscrit, c'est qui. Il faut qu'on le sache d'une façon ou d'une autre si on veut te rémunérer. Fait que c'est pas tant une règle qu'une opportunité d'inscrire. Mais les perversions que tu décris, elles ont été très, très ressenties et vécues au Québec. On a eu au début de l'inscription, on s'est dit exactement ça. Bon, les gens n'inscrivent pas naturellement ou organiquement, comme tu le nommes. On va les inciter. On va mettre de l'argent, c'est inscrit du monde, on va mettre un montant d'argent. Et là, les gens se sont mis à inscrire, puis comme tu l'as nommé, certaines personnes, que j'appellerais perfides, ont compris la game, puis ont dit « Ah oui, si j'inscris du monde, tu me payes, puis tu me demandes pas de les voir, mais tu me demandes de les inscrire. » Alors, il y en a qui ont compris la game. Toujours une petite minorité, c'est pas la masse du monde, c'est un petit pourcentage d'individus un peu tordus qui ont fait ça. Ils sont arrivés quelque part, ils ont inscrit, ils disent « Amène-en des patients, je vais en inscrire. » Qui ont profité des avantages de cette inscription-là de façon indue, sans donner davantage d'accès à leurs patients. Alors ça, ce modèle perverti-là a donné, autour des années 2015, donc presque une dizaine d'années plus tard, l'introduction d'un taux d'accès qui disait, c'est super que tu inscrives les patients, mais on aimerait ça que tu les vois aussi. Ça serait bien qu'il y ait accès à toi.
Et là, on a intégré le taux d'assiduité, que ça s'appelait, qui a eu mauvaise presse, puis qui a dérangé beaucoup, notamment cet establishment, ce petit pourcentage d'individus qui disaient « Hey, tu m'avais demandé d'inscrire, j'ai inscrit. Là, tu me demandes de les voir en plus, c'était pas dans le deal. » Là, on s'est dit, ben, écoute, conceptuellement, si tu n'as pas compris ça, on s'entend que tu es un peu à côté. Alors, ce taux-là est arrivé, a dérangé ces personnes-là, n'a pas été très bien compris, n'a pas nécessairement bien percolé, a ses imperfections, sauf qu'il y avait vraiment un avantage notoire de pouvoir dire, ben si je t'inscris et que je mesure ton accès, ben là, c'est une vraie inscription, puis je suis capable de le valider. Et c'est comme ça qu'on voulait faire avancer l'inscription dans le futur en se disant, ben, prends-en autant que tu veux, tant que tu es capable de les voir. Or, c'est ça en ce moment qui est le plus décrié par les médecins, ce que j'entends autour de moi, les médecins de famille. C'est de dire, c'est super, vous nous poussez tous les patients d'un coup, hein, inscrivez tout le monde. On va vous donner un montant pour ça, mais on ne garantit pas un accès formellement. Là. Alors là, on avait 80% de la population du Québec qui avait accès à un médecin de famille, un accès qui était exceptionnel à ordinaire, puis quelque part entre les deux, mais qui avait quand même un accès. Puis on avait un 20% qui avait un très mauvais accès. Et là, on s'entend qu'on va avoir 100% de la population qui va avoir un accès au mieux ordinaire, parce qu'on n'arrivera pas en termes de capacité à tout faire ça, de voir toutes ces personnes-là comme c'est attendu. Et ça dérange les patients, ça dérange les cliniciens qui ont l'impression de faire une job à moitié pour être capable de voir tout le monde. Et c'est extrêmement préoccupant de cette loi 2 de voir ce règlement arriver qui nous impose une gestion de multipatients dans un monde où cet accès ne sera probablement pas réaliste à très court terme, puis même à moyen terme. Est-ce qu'il est possible que finalement cette inscription générale amène une détérioration de certains des indicateurs que vous utilisez dans le rapport, le taux de visite à l'urgence, par exemple, ou le taux d'hospitalisation? Si on imagine encore une fois le patient de 80 ans, lui qui est vraiment fragile, qui normalement aurait eu un accès à tes soins en temps opportun, attend une semaine de plus, se retrouve à l'urgence. J'imagine que c'est une préoccupation ou... C'est indiscutablement une préoccupation. C'est difficile, c'est complexe à mesurer et à anticiper. On peut penser très bien à un patient qui était très, très bien suivi, celui que tu décris, qui avait un très bon accès, qui était bien suivi, qui du jour au lendemain, avec ce modèle-là, où son médecin se retrouve chargé de 250 patients supplémentaires, n'arrive pas à lui rendre le service attendu et qu'il passe par l'urgence directement au lieu de le voir. On peut très bien imaginer ce scénario-là. On peut aussi imaginer un scénario où un des patients qui n'avait aucun accès ou à peu près pas d'accès, qui allait déjà à l'urgence, va continuer d'aller à l'urgence parce qu'il ne sera pas plus capable d'accéder à son médecin inscripteur, donc pas vraiment de changement sur ce plan-là. Et on peut se faire comme ça toute une pléthore de scénarios. Donc, c'est pas évident de mesurer l'impact sur l'accès. Ce qu'on sait, c'est que quand on a créé l'inscription avec le taux d'assiduité en 2015, on a vu de façon linéaire les consultations aux urgences diminuer parce que les patients inscrits devaient être maintenant vus. Alors, les médecins organisaient leur travail autrement, mettaient à contribution des professionnels de leurs équipes pour leur permettre de se dégager de la capacité. Bref, faisaient ce qu'on espérait d'eux avec de simples indicateurs. Et on avait un impact sur les urgences. Quand ce taux-là a été enlevé, autour de 2019-2020, on a revu les consultations aux urgences augmenter et la population est désinscrite, notamment avec d'autres ententes, à mon avis, assez perverses qui ont suivi. Et c'est là où on se retrouve. Donc, je pense que tu as raison. Des indicateurs qu'on voudrait voir s'améliorer ont de bonnes chances de se détériorer, faute de mieux accompagner le changement, de travailler davantage en partenariat, en écoutant toutes les parties prenantes, la population au premier chef, puis en essayant de la mettre dans le coup de cette transformation-là. Si on ne fait pas ça, il est à peu près certain qu'on va passer par une période difficile de détérioration de la situation. J'en suis assez convaincu. Sans parler des retraites précipitées et autres... vous parlez dans votre projet de loi également de la constitution des équipes. Là, disons, toi, dans ton modèle idéal, là, c'est quoi le meilleur ratio, disons, par médecin? Mettons qu'on mettrait le médecin en haut de la pyramide. Ça te prend combien d'infirmières, d'IP? Toi, Antoine Groux, là, toi, tu disais, moi, écoutez, là, donnez-moi ça, moi, je vais prendre 3000 patients, mettons. Là. Ça te prendrait quoi, toi? Je vais te donner 2-3 exemples qui vont te permettre de voir un peu où je loge par rapport à ça. Le premier exemple que je vais te donner, c'est une visite professionnelle que j'avais réalisée en 2013 ou 2014 aux États-Unis
dans un groupe qui s'appelle l'Agency for Healthcare Research Quality, qui était d'ailleurs démantelé par Donald Trump. C'est un peu l'INES, l'équivalent de l'Institut national d'excellence santé et services sociaux, mais pour l'ensemble des États-Unis. C'est à Washington. Alors, on est allé voir ces gens-là. Et puis, il y avait des simulations intéressantes qui étaient réalisées dans des cliniques médicales sur la question que tu poses. C'est quoi la meilleure équipe? Puis comment ça... Puis les scénarios étaient présentés. Mm-hmm. Et un des scénarios présentait un médecin qui avait inscrit 6 000 patients, puis qui travaillait avec 2 IPS-PL, puis 4 infirmières cliniciennes, puis je pense qu'il y avait 4 ou 5 auxiliaires qui travaillaient aussi avec lui. Donc, tous les travailleurs sociaux, pharmaciens aussi étaient là-dedans. Mais c'était un médecin de famille pour 6 000 patients. Et nous autres, le réflexe, c'est de dire, nous, à l'époque, on parlait d'à peu près 1500 patients par équivalent temps complet de médecin. Là, un médecin à temps plein en bureau, à peu près 1500 patients. Un taux qui a diminué un peu depuis ce temps-là, pour des raisons obscures. Mais fin de cette parenthèse, 1500 patients pour un médecin, vous voyez que quand j'arrivais à 6000, j'étais comme, OK, là, il y a un gros problème, il va manquer de docteurs dans cette clinique-là. Là, on a beau vouloir pousser, mais... Et au final, c'était le scénario optimal. C'est dans toutes les études qu'ils avaient faites, c'est celui-là, ces noyaux de 6 000 avec un médecin qui fonctionnait le mieux lorsque chacun des professionnels était mis à contribution de la bonne façon. En premier exemple. Deuxième exemple, je t'amène de l'autre côté. Donc, grosse équipe, beaucoup de patients, un médecin. Modèle néerlandais qu'on a étudié, entre autres, dans le rapport qu'on a présenté. Tout à fait. Un modèle néerlandais, ils se font des diades du tonnerre à un docteur, une infirmière. Old school, là. Ils atteignent avec ça une performance d'accès de celle, puis ils réseautent avec des travailleurs sociaux, des pharmaciens, mais qui sont à l'extérieur. Ils ne sont pas dans le noyau dur de l'équipe. Et ils atteignent une performance de service exceptionnelle. Alors, d'un côté, tu as ce docteur avec une grosse équipe, puis qui prend beaucoup de gens en charge, puis qui est vraiment démontré comme optimal sur les indicateurs qui suivaient. Puis d'un autre côté, tu as le modèle néerlandais, donc modèle américain, modèle néerlandais, moins coûteux, tout aussi performant, voire plus performant. Les indicateurs aux Pays-Bas sont extrêmement favorables en santé, mais ces petits noyaux multiples d'un docteur, une infirmière. Si tu me poses la question, qu'est-ce que c'est le meilleur modèle? J'ai envie de te répondre, il est quelque part entre l'un et l'autre, puis c'est là qu'on se trouve au Québec. L'idée, c'est de trouver, pas quel est le ratio, mais comment mieux travailler en partenariat avec ces autres professionnels. Qu'est-ce qu'on peut mieux déléguer? Qu'est-ce qu'on peut partager? Et ça a été longtemps des chasses gardées au Québec, le temps de diagnostic, que le traitement, que la prise en charge, toutes les ordonnances collectives, là, ces permissions qu'un médecin va donner pour des choses très techniques, très simples, très classiques, qui ne demandent pas beaucoup de compréhension de détails autour. Ces choses-là, on est capable de partager ça avec d'autres professionnels qui ont peut-être un peu moins d'études ou qui sont probablement meilleurs dans d'autres aspects. Et quand on crée ce réel travail de collaboration, là, on devient dans des équipes, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficients. Et les 5 objectifs du quintuple objectif s'améliorent quand ce travail s'améliore. Et on a publié d'ailleurs, si tu veux le joindre à ton blog, un rapport qui s'appelle « Comment faire des GMF apprenants ». C'est un rapport qui a été publié par l'unité de soutien SSA Québec. Et là-dedans, on explique l'importance de cette optimisation du travail interprofessionnel dans une saine gouvernance à des fins d'amélioration qualité. Alors, il y a quelques pistes là-dedans qui sont bien aussi, je pense, à garder en tête, mais qui permettent donc de dire une équipe optimale, ça varie un petit peu de à quel point tu es capable de déléguer, de partager. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500.
Mais en fait, pour arriver à ça, je vous en faites état également, il faut décentraliser aussi, là, parce que là, c'est le modèle unique pour tout le monde. Moi, on me demandait récemment, qu'est-ce que vous, Dr Gagné, là, qu'est-ce que ça vous prendrait? Moi, j'ai dit, je pense que dans notre équipe de chirurgiens Saint-François d'Assise, là, d'après moi, si tu mets une infirmière à la clinique externe avec nous, qui est tout le temps la même, au long cours, qui connaît nos patients, nos pathologies, nos modes de pratique, je pense qu'on pourrait voir 50% plus de patients. Mais ça prendrait une décentralisation pour ça, là, puis que le PDG du CHU de Québec puisse dire au groupe de chirurgiens Saint-François d'Assise, écoutez, je pense que c'est une bonne idée que vous avez, on va l'essayer. Pendant 6 mois, puis on va mesurer les volumes. Mais là, ça me prendrait une autorisation de Santé Québec pour ça. Ça n'arrivera jamais. Je ne sais pas où... En fait, s'il y a quoi, moi je pense que ça pourrait arriver. L'enjeu, c'est l'enjeu que tu as nommé, le deuxième, toujours la même. Avoir toujours la même, à la rigueur, disposer de budget pour avoir une personne dans ce grand réseau qui a plein de qualités par sa taille, mais qui a tous les défauts de sa taille aussi. À un moment donné, une infirmière tombe malade, elle est remplacée par quelqu'un d'autre, ne revient pas, la supplantation, il y a toutes sortes de règles syndicales qui s'ajoutent et qui sont extrêmement complexes dans une grande organisation. Puis ça, tu le nommes, connaître les gens avec qui on travaille, avoir un lien fort. Dans le modèle néerlandais, ce n'est pas des infirmières qui viennent d'une grande organisation centralisatrice. Ce sont des infirmières qui sont embauchées par les cliniciens dans leur milieu. Alors ça a une valeur. Là, tu es capable de créer ce lien puis t'assurer que tu coaches la personne avec les balises que tu établis dans un cadre éthique qui peut être défini par un Santé Québec ou par autre chose. Mais il faut que ça devienne un travail extrêmement intime entre deux personnes, deux professionnels. C'est là qu'on gagne le maximum de performance pour soigner les patients de la meilleure façon, puis aider notre travail à être le plus efficient possible. Il y a certains critiques du réseau ou critiques des médecins qui prétendent que la rémunération à l'acte est un frein au travail en équipe, que les médecins ont peur de déléguer des actes parce qu'ils ont peur de perdre des revenus. Je ne sais pas si... Moi, je pense que ça n'a aucun sens dans la mesure où la demande est sans fin. Moi, ça me fait plaisir. Malheureusement, la science va te donner tort là-dessus. OK, parfait. C'est pour ça que je pose la question. C'est la perversion de l'acte. D'accord. Dans les modèles où l'acte est très, très, très fort, il y a effectivement, en dépit du fait que toi, tu peines à le comprendre, puis tu as raison, que la demande est infinie, là, on ne cherche pas les actes, il peut y avoir un certain spinning dans le modèle d'acte où on revoit frénétiquement les mêmes patients par rapport à des modèles capités à l'autre extrême où on va gagner à avoir davantage de personnes sous notre charge, mais pas nécessairement à les revoir. On va essayer justement de déléguer davantage. Alors, une des grosses qualités de la capitation, puis qui est reconnue par, je le répète, tout le monde en médecine de première ligne en tout cas, c'était donc d'augmenter le pourcentage de capitation. Le gros défaut, c'est que si on fait juste de la capitation, après, il y a beaucoup moins d'incitatifs à faire du volume, à augmenter l'activité. Alors, c'est ce délicat équilibre entre la productivité d'un côté, quand on est à l'acte, et de l'autre côté, le travail, justement, collaboratif qui doit être atteint. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans la science, on sait que 100% d'un puis 100% de l'autre, c'est pas bon, pour les raisons que je te nomme. Puis c'est vrai que le travail interprofessionnel gagne en valeur aux yeux des cliniciens quand on se rapproche de la capitation. Mais il ne faut pas aller à 100%. Il faut se trouver un spot qui est quelque part, probablement entre 50 et 75% de façon soutenue par les données probantes. Rapidement, parce qu'on approche la fin, est-ce que ce modèle-là, pour les médecins spécialistes, là, en 2 mots, est-ce que c'est peut-être ce vers quoi on devrait tendre aussi, la capitation de cette nature-là, ou on parle d'autres choses complètement? Là? Je pense qu'on parle d'autres choses. Ceci dit, je pense qu'il y a de la place en médecine spécialisée pour une prise en charge d'une population définie. Puis on l'a vu aussi dans la loi, puis dans les dernières années, le souci d'assurer une desserte pan-provinciale de services spécialisés et sur-spécialisés, l'arrivée de la télémédecine, de la médecine virtuelle qui va peut-être aider à des accès dans des régions plus périphériques. Alors, je pense qu'on doit davantage mettre l'accent sur cette responsabilité populationnelle. Je ne pense pas que le mot capitation en chirurgie générale, par exemple, aurait sa place, mais d'avoir une approche davantage populationnelle et une reconnaissance de cette prise en charge d'une population qu'une équipe de chirurgiens du territoire de la Ville de Québec, par exemple, décide d'assumer la couverture de l'Est du Québec de façon plus systématique en disant, bon, on a une responsabilité de cette population-là.
Ça, il y a une valeur à ça. Ça, c'est clair. Maintenant, comment le faire? Quel est le bon angle à prendre? Plus difficile à dire, mais on se rapproche de la notion de capitation, mais dans une perspective, je pense, plus populationnelle en médecine spécialisée. Quand même, écoute, on approche vraiment peut-être en guise de conclusion. Je sais pas si j'ai l'impression qu'on manque d'objectifs à long terme au Québec pour la santé. Je donne l'exemple, par exemple, est-ce qu'on ne devrait pas se fixer comme objectif de retarder l'entrée dans le réseau de la santé de 5 ans? Autrement dit, on sait que les Québécois rentrent trop tôt dans le système de santé. On vit longtemps, mais on vit malade pendant les 10 dernières années de notre vie. J'aimerais voir une politique du gouvernement ou des grands objectifs de dire on voudrait d'ici 2050 retarder l'entrée dans le réseau de 5 ans, par exemple. Il me semble que ça manque. Puis ça, il me semble que ça fixerait des objectifs à long terme plutôt que de se dire qu'il faut inscrire 1 million de patients d'ici 12 mois. Ça, Jean-Pierre, c'est de la longue musique question. à mes oreilles. Okay. Non, c'est pas une question tough. Dans le quintuple objectif, je t'ai parlé du premier objectif qui est d'améliorer la santé. Ben si c'est l'objectif numéro 1, qu'il faut qu'on se dote d'objectifs qui vont nous permettre collectivement de se mobiliser par là. Okay. Là, actuellement, on est sur l'espérance de vie principalement, la mortalité infantile, puis quelques indicateurs qui ont une grande valeur, qui sont internationalement reconnus, mais qui ne parlent pas beaucoup aux cliniciens du terrain. C'est un peu imperceptible. De se donner des beaux objectifs comme ça, une vision claire de quelque chose à atteindre qui est pragmatique, où on sent qu'on est capable de contribuer, ça fait partie de ce qu'on doit développer. On doit définir avec toutes les parties prenantes des objectifs comme ceux que tu viens d'évoquer. Puis il faut qu'on s'y tienne, il faut qu'on colle à ça, il faut qu'on se donne un portrait de où on est rendu, puis comment on avance, puis qui contribue. Ça, c'est motivant. Ça donne envie à des professionnels de mettre l'épaule à la roue. Puis ça va donner aussi à la population l'intérêt pour sa santé, de contribuer elle aussi. C'est quoi sa part de responsabilité, les citoyens, ceux qui peuvent, ceux qui sont moins vulnérables, pour prévenir leur entrée dans le système de santé, faire en sorte qu'ils comprennent mieux les enjeux de santé, qu'ils comprennent mieux comment prévenir la maladie, gérer les petites maladies de façon autonome ou avec leur père, leur famille, les gens qui les aiment. Ça, c'est clé. Et ça, si on est capable de faire ça, on vient de se donner une cible heureuse à atteindre plutôt que ce qu'on vit actuellement. Écoute, Antoine, c'est une belle façon de conclure. Donc, on conclut sur une note optimiste. Donc, j'ai bien apprécié l'entrevue. Donc, on va souhaiter que le meilleur est à venir, puis que ce projet de loi meure dans l'œuf. Puis, je te remercie. Il y a de la place à l'amélioration. Je te remercie, puis au plaisir d'une prochaine rencontre. Grand plaisir, Jean-Pierre. Merci encore de l'invitation. À bientôt. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.